Super, merci beaucoup. Bon, bonjour tout le monde. Merci Alice pour l'invitation. Je suis en train de m'enregistrer, hein, c'est juste, je ne suis pas en duplex avec une autre école. Merci Alice beaucoup pour l'invitation. Merci pour tout ce que tu fais pour mon travail, mes recherches. Je remercie Marc aussi au passage d'avoir accepté de s'intéresser au lettrage, aux bateaux, aux pêcheurs, à la sardine. Bon, c'était pas gagné. Voilà, ça fait 3 ans et demi que je suis donc encadré avec un pied à l'EPHE, un pied à la NRT. Après quelques années de collecte, documents, entretiens, immersion dans des fonds iconographiques incroyables, je suis maintenant à une phase qui est beaucoup plus, peut-être plus aride, plus sèche aussi, c'est-à-dire le temps de la rédaction. Donc cette présentation-là aujourd'hui est voilà, à la fois un tout petit résumé, peut-être les découvertes ou les hypothèses les plus récentes, et puis certainement la dernière présentation un peu publique avant une grande phase beaucoup plus monacale pour moi, qui va consister à essayer de me concentrer sur cette partie écriture. Voilà. Police de la pêche. Bon, je pense que tous les typographes au monde ont rêvé un jour de pouvoir faire un jeu de mots aussi pourri que ça. Voilà. Aujourd'hui, je peux le faire. En plus, c'est à l'école des chartes, donc voilà, police de la pêche. Police de la pêche parce qu'il y a eu effectivement besoin d'une sérieuse police de la pêche, notamment entre deux royaumes, deux frères ennemis que sont la Grande-Bretagne et la France. Alors même après la fin des guerres de la Révolution et de l'Empire, après l'abdication de Napoléon, il faut reconstruire complètement l'appareil halieutique. Les pêcheries sont complètement laminées, la plupart des hommes vaillants étaient partis se battre, enfin bref, tout est à rebâtir. La France et l'Angleterre arrivent quand même, par-delà leurs différends, finalement, à s'entendre au moins sur une forme un peu cordiale, on a appelé ça un peu la cordialité, et puis sur une chose assez urgente, c'est de régler les différends entre les pêcheurs français et anglais dans cette zone extrêmement disputée que sont donc la mer de la Manche et la mer du Nord, qui sont des eaux extrêmement poissonneuses et dont les limites, les contours, la géographie est suffisamment complexe et floue pour permettre finalement une forme de tolérance et qui va bien au-delà et à l'encontre de l'intérêt des États. Donc il a fallu mettre à plat, vraiment dans les premières années du XIXe siècle, il a fallu mettre à plat cette question du partage de la chose commune, hein, la res communis, qui est donc cette mer qui est à la fois qui unit deux pays et qui les sépare. Et ici, bon, je vous montre en guise d'illustration une peinture assez récente, voilà, d'une scène typique d'un bateau de Saint-Valery-sur-Somme et puis d'un bateau anglais, je ne sais pas de quel port, qui en viennent aux mains pour des histoires de filets volés, de pêche, etc. Une convention est passée à partir de 1839 entre les deux pays et cette convention, elle va globalement régler deux choses. Le cas des îles anglo-normandes, très complexe, puisque c'est un territoire, une enclave globalement du Royaume-Uni, mais qui est très proche du littoral français. Et puis, par la même occasion, les deux pays s'entendent aussi, tant qu'à faire, c'est une très bonne occasion pour surveiller un peu les gens de mer, et le 19e siècle est quand même un siècle de la mesure et de la surveillance. Donc les deux pays s'entendent pour glisser une instruction dans ce qui va devenir la convention franco-britannique, qui est de numéroter les bateaux. Il faut ajouter à cela 2 décennies pour que le décret arrive enfin dans les préfectures maritimes et les quartiers maritimes de France et d'Angleterre, pour que globalement la consigne passe effectivement aux marins. À partir de maintenant, vous allez estampiller vos bateaux, chaloupes, canottes, avec 2 choses. Une lettre initiale ou plusieurs lettres initiales qui représentent le port d'attache, suivie d'une série de numéros qui vont être attribués par quartier maritime dans l'ordre d'inscription de ce qu'on appelle les inscrits maritimes, à chaque fois qu'ils déclarent une nouvelle mise à l'eau, une nouvelle construction de bateau. Des photos en 1853, vous imaginez bien qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, même si mon sujet se passe dans le sud Finistère, je suis obligé de commencer avec un matériel iconographique plutôt sur la partie normande et puis notamment la côte d'Albâtre avec Étretat, qui sont finalement des destinations un peu privilégiées par les artistes puis par les premiers photographes. La ligne de chemin de fer entre Paris et Rouen aide et facilite beaucoup ces villégiatures. Il y a un casino qui s'installe, des villas bourgeoises, bref. Les premières photographies qui montrent véritablement des bateaux de pêche en 1853, l'année où le décret est vraiment publié, on va les trouver donc dans le quartier maritime de Fécamp. Quartier maritime de Fécamp, donc avec des bateaux qui vont être notés de la lettre F, puis d'une suite de numéros.
Donc ici, bon, les documents qui sont conservés à la BNF, là, sont deux tirages sur papier salé des frères Bisson. Vous devinez un F13, là, ici, qu'on retrouve de l'autre côté, évidemment. L'inscription doit être faite des deux bords. Un F23, là-bas. Alors, bien évidemment, je ne suis pas type designer, donc je vais vous demander beaucoup d'indulgence. Et puis, les documents sont très laconiques. Alors, il y a évidemment beaucoup d'interprétations derrière ces dessins. Ils me permettent simplement de me dégager de temps en temps du grain de la photographie dans lequel on est vraiment très, très immergé. Et puis, quand je n'ai pas l'information, quand il y a des parties manquantes, j'essaie d'être relativement honnête dans le dessin. Bon, bien évidemment, c'est très subjectif. Je pense que chacun et chacune d'entre vous aurait fait un dessin différent. Ce qui est important, c'est la sensation générale. Ici, on a un F4, vous le voyez, et un F2 là-bas. Donc 2 et 4, ça veut dire que c'est le deuxième bateau de Fécamp et le quatrième bateau de Fécamp qui n'ont jamais été numérotés. On est en face, voilà, c'est un témoignage assez unique pour mes recherches, puisque c'est une photo qui montre véritablement les premiers bateaux jamais marqués. F4, F2. Derrière ça, vous me voyez venir, et puis je pense qu'avec la présentation d'Alice, vous vous êtes familiarisé très largement avec les formes des alphabets qu'on a dit modernes. Bien évidemment, on sent que derrière ces inscriptions-là, il n'y a pas, peut-être qu'il y a du vernaculaire ou de l'amateur, peu importe, mais il y a un modèle imprimé qui émerge. Il y a certainement, je ne sais pas si c'est une main de professionnel ou un catalogue qui était en circulation, mais il est certain que ces formes-là ne sont pas des formes spontanées et qu'elles obéissent quelque part, qu'elles s'inscrivent dans un paysage graphique et typographique. Un autre exemple, ce n'est pas une photographie des frères Bisson, mais c'est la même année, 1853, et qui a le mérite de montrer peut-être plus clairement encore une belle immatriculation du bateau, donc immatriculé F25. Quand on les met côte à côte et qu'on en fait un peu la synthèse, parce que c'est plutôt une sensation générale qu'il faut essayer une impression générale qu'il faut essayer de se faire plutôt qu'un quelconque dessin fidèle à quoi, je ne sais pas. Quand on les rapproche et qu'on les superpose, aucune scientificité derrière cette démonstration-là. Ça, encore une fois, c'est essayer de se faire une image mentale. On trouve une forme qui est une forme, effectivement, qui est une forme assez structurée. Le F est systématiquement en capital, jamais en minuscule. Il est quasiment systématiquement accompagné d'un point d'abréviation, ce qui est quand même un sacré indice, effectivement, d'une source, d'une provenance imprimée, administrative. Et puis dans les chiffres, même si ça va être un peu moins le sujet de ma présentation, on retrouve quand même quelques détails, quelques terminaisons, quelques tics finalement de dessin qu'on peut rapprocher d'une famille, alors plus ou moins dido, plus ou moins anglaise, peu importe. Ce qui est important, c'est de bien essayer de comprendre que ces immatriculations-là, donc là je parle de Fécamp, mais on pourrait le généraliser quasiment à tous les quartiers maritimes du littoral, je parle donc depuis Dunkerque jusqu'à Saint-Jean-de-Luz et le pourtour méditerranéen. La base d'un caractère moderne, en tout cas le caractère moderne, a servi de base aux premières immatriculations. Bon, et quand on voit ici, là je vous ai fait une reproduction de la page du décret qui donne finalement par quartier maritime les initiales qui ont été attribuées pour chaque port ou chaque zone. Il est quand même extrêmement étrange de retrouver une telle fidélité finalement sur le bois, par des marins qui, on parlait de personnes lettrées ou semi-lettrées un peu ce matin, je ne sais pas quel était le taux d'alphabétisation parmi ces populations, mais on parle de population et puis de vie de misère, je vous le rappelle quand même à cette époque-là. Le caractère qui a imprimé le décret en 1853, on le connaît très bien, il n'est pas difficile à retrouver. C'est l'imprimerie nationale, imprimerie impériale à l'époque, qui s'appelle imprimerie impériale, qui édite tous les textes de loi, les décrets ministériels, enfin bref, toute la communication à l'adresse des citoyens et puis des administrés. Donc le caractère en question, c'est un caractère qu'on doit à un graveur qui s'appelle Marcellin Legrand, et qui a pris la suite en fait du dido millimétrique dont tu parlais à l'instant, Alice. La commande lui est passée donc, par le directeur de l'imprimerie nationale impériale à l'époque en 1825. Il va produire d'abord, Marcellin Legrand va produire d'abord des corps de texte romains et italiques, et puis il va avoir une extension à sa commande qui va concerner des caractères d'initiales, donc pour les titres et pour les lettrines. Donc on les a appelés les types de Charles X, voilà comme on les a appelés. Ce sont les caractères dont on peut consulter les poinçons à l'imprimerie nationale, dont on a aussi beaucoup d'exemples imprimés via des spécimens. Donc pas de problème sur cette provenance-là, et puis sur cette relation, en tout cas cette espèce de bijection, de projection entre la forme imprimée, qui n'est pas très grande, je ne sais pas quel est le corps utilisé, peut-être du 10 ou du 11 points,
et le retrouver pratiquement tel quel sur des coques de bateaux, c'est assez étonnant. On prend le bateau justement, et puis je quitte Fécamp, et les premières images donc, de ces premières immatriculations, et on va aller dans un quartier maritime que je connais mieux, et qui est le périmètre géographique de ma thèse. Le quartier maritime de Quimper. Pour celles et ceux qui connaissent un peu le quartier, le coin, ici je parle de la pointe sud du Finistère, et même cette zone-là particulièrement qu'on appelle vraiment la pointe de la Cornouaille française. Le quartier maritime de Quimper, globalement, va comprendre la baie de Douarnenez, dont Douarnenez est le grand port au fond de cette baie ici, la pointe du Raz avec le port d'Audierne, et puis on va aller jusqu'à Concarneau, etc., etc. Bon, voilà à peu près la zone. Je vous parle de Douarnenez aujourd'hui parce que à Douarnenez, il s'est passé quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire une succession de changements administratifs. En 1853, on trouve une trace au service historique de la Défense d'une correspondance entre un administré local de la marine qui écrit au commissaire général de la marine pour lui faire lui répondre à une injonction, en tout cas une demande qui lui a été faite, de produire des affiches pour communiquer aux marins le fameux décret de 1853. Donc c'est assez intéressant, c'est une correspondance qui est à sens unique puisqu'on a perdu d'autres registres, donc je n'ai que les réponses, je n'ai pas les questions, mais on devine un petit peu ce qui a été demandé. Et donc cette personne-là répond avec beaucoup de zèle de l'époque qu'il a bien fait les affiches qu'on lui a demandées pour transmettre les instructions principales du décret de 1853 aux marins. Et vous voyez que les trois informations qu'il a à cœur de transmettre, c'est donc une affiche qui va parler des quotas et des zones de pêche du poisson, la même chose pour la pêche des huîtres, et puis une autre pour la récolte des herbes marines, c'est-à-dire les algues et le goémon qui servent à faire de la soude à l'époque. Donc c'est assez intéressant de voir que la notion d'immatriculation, de marquage de bateaux, et pas seulement des coques, mais aussi des voiles, et puis de tout ce qu'on appelle les espars, les pièces d'accastillage, toutes les pièces amovibles, bref, tout doit être absolument numéroté, marqué, mais cet administrateur-là ne prend pas soin d'en parler et apparemment le passe sous silence. J'ai fait beaucoup de recherches dans les services historiques, évidemment, de la Défense, et puis dans les archives départementales et municipales, je n'ai jamais trouvé une affiche qui aurait été vraiment explicite en disant vous, à tel endroit, vous allez écrire avec le B pour Boulogne, vous, ça va être le A pour Auray, M pour Marseille. Je n'ai jamais trouvé cette affiche-là et je commence à douter qu'elle existe. Donc je pense que l'instruction n'a pas été passée aux marins de cette façon-là, elle a été communiquée plutôt avec le décret en main, ce qui expliquerait cette fidélité aux formes imprimées. Bon. Les affiches, notamment, si vous voulez voir comment étaient... J'ai trouvé un exemple ici, on est dans un chantier naval de Saint-Malo à la toute fin du siècle. Voilà typiquement le matériel typographique, donc de caractère bois, qui était utilisé par les imprimeries et qui permettait, voilà, par le biais d'avis, de donner des décrets, des arrêtés. Voilà, et ça, on en trouve beaucoup, hein, des affiches comme celle-là, donc qui émanent du ministère de la Marine et des Colonies, qui sont signées par le préfet maritime, etc., etc. Et on en a tellement des affiches de ce type-là que je trouve encore plus douteux, un peu suspect de ne pas en trouver une pour la période qui m'intéresse et pour une consigne qui est quand même une consigne d'importance qui est d'immatriculer les bateaux. C'est un peu l'équivalent des plaques minéralogiques pour les voitures. C'est quand même une consigne qui est régalienne, on pourrait dire de surveillance, un instrument de surveillance assez ultime. Bon. Avec un bon camarade de l'imprimerie nationale, on a fait même l'exercice, en regardant ces affiches-là des années 1870, 1880, d'essayer de retrouver quels étaient les fournisseurs de caractères en bois en France et en Suisse qui auraient pu donc proposer le matériel typographique pour produire ces affiches-là. Ce n'est pas très difficile à retrouver. On est plutôt dans un répertoire de ce qu'on a appelé les égyptiennes, les caractères, les mécanes étroites, etc. Bon. Bref, je reviens à Douarnenez. La première photographie attestée du port date de 1856. On la doit à deux photographes, Furne et son cousin Tournier. Pardon. À l'époque, le quartier maritime de Douarnenez dépend de la grande ville de Quimper. Il va être immatriculé QD. Ne me demandez pas de zoomer sur cette image, je ne peux pas, il n'y a plus rien, il n'y a pas d'informations supplémentaires, que du grain. Donc c'est la seule photographie vraiment ancienne, en tout cas proche de l'émission du décret que j'ai pu trouver sur ce quartier maritime avec les initiales QD. En 1869, je vous parlais un peu d'aléas administratifs, le quartier maritime de Douarnenez va quitter la tutelle de Quimper et
devenir lui-même quartier maritime de plein exercice. Et donc, on trouve à nouveau une correspondance entre deux personnes, entre le ministère et puis un administré local, qui va lui dire dorénavant, le port de Douarnenez va porter les lettres DO, et du coup, le port d'Audierne, qui est un plus petit port, va devenir sous-quartier de Douarnenez, et très logiquement va devenir DOA. Vous comprenez la logique d'attribution et puis d'interrelation entre le quartier, le sous-quartier, etc. Et vous voyez que ce monsieur, ou l'écrivain, ou le commis qui a rédigé ou consigné cette correspondance-là, prend quand même bien soin avec sa plume de rédiger le D et le O en capitale, avec des points après les lettres, et puis dans un style, Dido, pas Dido, peu importe, mais en tout cas dans un style qui est effectivement le vocabulaire, le répertoire graphique des caractères modernes, filiforme, extrêmement contrasté, relativement austère, adossé à la géométrie, très clairement. Et bref, comme si la question ne se posait pas, s'il faut mettre des formes, s'il faut trouver des habits graphiques et typographiques à un ordre et à l'autorité, bien évidemment, on emprunte ceux du Didot. Des photos avec des chaloupes immatriculées DO, donc il y en a très peu. Donc on est aux alentours des années 1870, 1880. Voilà, j'ai trouvé une petite carte de visite des Sables d'Olonne et qui montre voilà, 2-3 chaloupes qui sont immatriculées DO quelque chose, là-haut encore une autre. Bon. Donc voilà, je redessine, je stabilise aussi. Alors, autant il est relativement évident de voir une filiation avec des choses telles que tu nous les as montrées, Alice, pour les lettres. Autant les chiffres, même si je ne vais pas en parler aujourd'hui, à mon avis, proviennent d'autres répertoires, ou en tout cas font appel à d'autres éléments qu'on va pouvoir retrouver dans le paysage français de l'époque. Je pense aux numérotations des maisons dans les rues, par exemple. Si vous sortez tout à l'heure et que vous regardez un peu les numéros des bâtisses ici à Paris sur les vieux immeubles, sur les immeubles anciens, vous allez retrouver des formes assez similaires. Si vous regardez aussi du côté des pochoirs, puisqu'il y a eu aussi un grand commerce avec des entreprises parisiennes à vendre et à commercialiser du matériel de bureau un peu avant l'heure, et que vous regardez les pochoirs qui ont été proposés pour tout le marquage, l'estampillage, les places de marché, etc., etc., bien souvent ce sont des didos qui ont été un peu stencilisés, si on pourrait dire, qui forment en fait la base du pochoir. 1887, un peu plus tard, j'avance dans le temps, Douarnenez va devenir, tous les sous-quartiers maritimes de France vont être érigés en quartiers maritimes. Donc en fait, il y a une espèce de grand chamboulement, et l'incidence que ça va avoir, notamment pour un port comme Douarnenez, c'est qu'il va pouvoir quitter la lettre O, ne plus être DO parce que DOA, mais récupérer une initiale unique, donc la lettre D seule. C'est ce que je vous propose de voir sur cette série d'images là qui appartient au fond des frères Nordin, qui est conservée à la Bibliothèque historique de la ville de Paris. On a 3 images qui datent de l'été 1887, extrêmement intéressantes. On a fait beaucoup de progrès en photographie aussi, ce qui permet, quand on va regarder les plaques originales en s'approchant avec une binoculaire ou avec un bel objectif macro, d'aller chercher des détails qui sinon étaient vraiment imperceptibles, même sur un scan de très bonne définition. Et là, on peut regarder une multitude d'immatriculations qui sont donc toutes contemporaines, c'est-à-dire des bateaux de la même époque et du même port. Alors si sur cette série-là, on a des cas qui sont encore très très proches du modèle imprimé, qu'on l'appelle Dido ou autre, peu importe, mais d'un modèle imprimé de type Modern Face. Il y a quand même une grande différence que je ne m'explique pas encore tout à fait entre le début des années 1880 et le milieu des années 1880. C'est l'apparition un peu soudaine et assez spectaculaire de l'interlettrage. Jusqu'à présent, aucune consigne n'était passée aux marins sur cette notion-là. On leur avait demandé d'écrire des lettres de telle hauteur et puis avec une certaine épaisseur de trait, c'est-à-dire une certaine graisse, mais à aucun moment on leur a parlé de composition, de règles de composition, ni de choses un peu plus cotées, un peu plus précises, telles que l'interlignage, qui sont pourtant, évidemment, on le sait tous et toutes, absolument décisifs pour la lecture à distance et pour la signalétique. Bon. Donc apparaît soudain l'interlettrage. Bon. À cette période-là, le Dido, donc, en tout cas ce que j'appelle le Dido ou les Dido ou le modèle Dido, est extrêmement majoritaire, mais on commence aussi à apercevoir, ça et là, quelques initiatives un peu isolées, mais complètement dissidentes. Alors, ça peut être le cas de cette chaloupe Sainte-Anne D 1307,
qui va honorer un petit peu cette tradition-là avec un caractère moderne, en bonne et due forme, mais avec un marin, ou en tout cas l'auteur de cette immatriculation, qui va avoir la fantaisie d'ajouter ce qu'à l'époque les peintres en lettres appellent des boules ou des perles, enfin bon, avec tout le vocabulaire assez fleuri et fantaisiste de l'époque, et donc agrémenter, et pour la première fois s'emparer finalement de l'immatriculation pour en faire, pourquoi pas, un objet, pas seulement une plaque d'immatriculation, mais pourquoi pas un objet d'ornement. Le D1503, la photo malheureusement un léger flou de bouger là, du bateau qui était amarré au quai, donc qui ne permet pas de dessiner avec beaucoup de certitude, mais maintenant que j'ai un peu l'habitude, j'arrive à compenser ces effets-là. On va donc, encore une fois, sur une base très contrastée, chiffres alignés, rapport plein d'ailier très très accusé aussi, avoir cette fois donc, une occasion qui va être saisie par l'auteur de l'immatriculation pour éviter donc, ces plats filiformes et puis commencer à donner aux terminaisons un geste un peu bifide, on peut l'appeler des extensions. C'est une pratique qui sera appelée bien plus tard à Douarnenez et puis dans le Finistère plus généralement, on va le qualifier d'alphabet à barbe, d'accord, des barbes ou des barbules, on trouve les deux termes. Et puis, 1885, même photo, même port, on a aussi des initiatives là, qui sont carrément, c'est plus dissident, hein, c'est de la rébellion pure et dure, hein, c'est aller chercher de la gothique qui est intellectuellement, finalement, le courant artistique, justement en Europe, peut-être dans d'autres pays, qui va s'opposer de plein fouet avec toute cette notion d'austérité, de vertu, de droiteur et au modèle antique ou néoclassique pour proposer des choses plus romantiques, plus éclectiques et aller revisiter un passé qui est peut-être un peu plus fantasmé, mais aller revisiter des formes médiévales, bref, aller à être un peu plus hybride en fait dans la démarche. Et ça, je pense que c'est la publicité qui va permettre aussi d'être plus débridé finalement dans les formes et qu'on va retrouver ici. Bon. Bref, donc si vous voulez une espèce de photographie un peu large du milieu des années 1880 dans le même port, vous avez quand même ici quelque chose qui est à l'œuvre, selon moi, une forme de tentative graphique, de recherche. Et alors, est-ce qu'il faut attribuer tout ça à la même personne? Bon, moi j'en doute. Est-ce que cette personne-là est un professionnel ou un amateur? Je pense que j'aurai jamais la réponse. On peut tisser tout un tas d'hypothèses. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a quelque chose qui est à l'œuvre et il y a une articulation. Voilà. Et le dido ne sera plus jamais employé à Douarnenez, comme il l'a été pendant les 3 premières décennies qui ont suivi l'application du décret. À partir de là, le style va à la fois s'arrondir, devenir beaucoup plus charnu, peut-être se géométriser aussi, paradoxalement, pour des raisons de facilité de construction de l'immatriculation. Imaginez qu'une immatriculation, on ne se rend peut-être pas compte sur les photographies, c'est plus de 2 mètres d'envergure, ce sont des signes qui font 20 cm de haut, il faut que la chaloupe soit au sec. Moi j'ai fait beaucoup d'expérimentations, pas d'archéologie expérimentale, ce serait un bien grand mot, mais de marquage accompagné de charpentiers ou de graveurs pour me rendre compte physiquement de l'aventure que ça peut être de marquer ces bateaux-là. Je vais glisser au passage que les immatriculations n'étaient pas seulement peintes, mais qu'elles sont aussi gravées, je vais y venir. Donc c'est un travail assez colossal de réaliser l'immatriculation d'un bateau, c'est physique, c'est difficile et ça prend du temps. Vous voyez que le D de Douarnenez, je pense que si je vous l'avais montré en début de présentation, beaucoup n'auraient pas pu lire tout simplement ou déchiffrer cette lettre-là, qui n'est plus une lettre, qui est devenue un motif ou quasiment un emblème. Alors vous voyez qu'il cohabite encore pendant quelque temps avec la gothique, mais la gothique cette fois n'a plus de chiffres en gothique. Oui, pardon, je n'ai peut-être pas beaucoup insisté sur cette espèce de bizarrerie ou anachronisme typographique qui consiste à faire des chiffres arabo-indiens avec à la manière de la gothique, ce qui est toujours un peu rigolo. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la gothique, avec ses ornements, ses fouets, a quand même une espèce d'intégration relativement naturelle et assez harmonieuse avec les chiffres, notamment les chiffres à fûts verticaux, qui eux, clairement, à partir de ce moment-là, vont systématiquement se terminer d'une manière bifide. Vous y voyez une queue de poisson, une queue de sirène, je ne sais pas quoi, des hameçons, peu importe. Ça, c'est encore une fois, c'est la tradition orale qui rapporte tout ça avec des points de vue qui divergent. Je rappelle qu'il n'y a aucune littérature existante sur laquelle moi je puis
peux m'appuyer, il n'y a pas de témoignage d'époque, donc tout le travail n'est fait que par hypothèse et par le biais d'observations de documents photographiques. 1890, on arrive au sommet de cet art-là, puisque maintenant on peut véritablement dire qu'on est passé d'un ordre à un art et à une tradition d'art populaire, avec des immatriculations qui sont à la fois donc, des signes qui sont extrêmement soignés, qui sont gravés, je vous le montrerai sur des photos plus précises, parfaitement interlettrés aussi, donc avec une grande difficulté, hein, qui est d'interlettrer un chiffre aussi étroit que le 1 par rapport à des chiffres qui sont construits sur un module plus large. La ponctuation qui devient ici une petite allusion à un jeu de cartes au bistrot quand on rentre de la pêche, des motifs d'étoiles à 5 ou 6 branches qui, eux, ont une connotation beaucoup plus religieuse et qui sont bien souvent un hommage à la Vierge Marie. Je ne parle pas d'onomastique parce que ce n'est pas mon sujet, mais bien évidemment, l'étude des noms des bateaux permet de comprendre aussi quelles sont les intentions quelquefois des patrons. Bref, voilà le vocabulaire graphique un peu à l'œuvre à la fin dans cette décennie 1890. Voilà. Et là, on va s'approcher de 1895. Il y a un très beau document avec un bateau qui est en train d'être calfaté, en tout cas d'être toiletté sur la cale de Douarnenez. Et c'est un document donc, qui nous permet de nous approcher. Le coltard, toute la couche de goudron a été grattée pour qu'il soit réenduit. Et donc le lettrage apparaît à nu, sans peinture, et là on s'aperçoit de la profondeur de la gravure. Et ce n'est pas une gravure un peu qu'on pourrait qualifier d'un peu cosmétique, comme on peut le voir dans certains endroits, c'est-à-dire se contenter de marquer le sillon du signe en faisant un tout petit contour avec un petit fossé qui a quand même l'avantage de pouvoir retrouver le signe à chaque fois que le bateau est repeint et sans avoir à refaire l'immatriculation. Là, on est carrément dans une gravure que les Anglais appellent donc avec la technique du V-carving, et donc on rentre profondément dans le bordé du bois. À tel point qu'en demandant à certaines personnes de reproduire l'exercice, la question que m'ont posée les sculpteurs et les charpentiers à chaque fois, c'est quelle épaisseur fait ta planche à cet endroit-là? L'épaisseur d'une planche de chêne qui fait le bordé d'une chaloupe fait à peu près 2 cm 5, 3 cm maximum à cet endroit-là. Ça fragilise énormément le bordé. Bon, évidemment, ce ne sont pas des endroits qui sont immergés, donc a priori, il y a moins de danger à cet endroit-là de fragiliser le bois, mais c'est quand même une prise de risque certaine d'aller aussi loin dans la gravure. Donc on en profite pour voir à quel point le style est accompli. Encore une fois, les signes à flux verticaux se terminent de manière bifide. Et à partir de là, vous allez voir donc un style qui s'installe avec une espèce d'identité qui joue sur 2 tableaux. C'est assez intéressant parce qu'à la fois, il y a manifestement l'envie de faire corps, une espèce de corporation, en tout cas une fierté d'appartenir au même bassin et d'avoir une identité graphique relativement commune, et en même temps une forme non pas de tolérance, mais de prise en main d'un signe qui, à partir du moment où il est posé sur le plan de sa structure et de sa construction, laisse le choix au patron de le faire plus ou moins ornementé, plus ou moins large, plus ou moins étroit, plus ou moins sobre, etc. etc. Donc, à tel point que, bon, je ne vais pas vous la montrer là, mais une collection de dés assez incroyable entre 1895 et puis jusqu'au début de la Première Guerre mondiale. 1908, un très joli cas encore une fois. Maintenant, j'aimerais revenir pour les 2 minutes qui me restent là sur une photo que je vous ai montrée il y a très peu de temps, le D1227. Je vous avais expliqué que l'immatriculation était gravée et pas seulement peinte. Ouais. Ici, j'avais commencé à dessiner ces immatriculations avant d'aller voir les photos, et je m'étais toujours interrogé à cette période-là sur une bizarrerie, un accident dans le dessin du dé, qui avait toujours une forme de renflement, soit en haut, soit en bas, soit un raccord de courbe avec la droite ou le congé, c'est-à-dire cette partie-là, la partie souple, qui était toujours un peu bizarre, assez peu définie. Et finalement, en m'approchant d'un cliché que j'ai été voir récemment, j'ai compris assez vite de quoi il s'agissait. Hein. Vous percevez très bien ici l'emblème de l'étoile là, qui n'a pas été peinte mais qui est fortement marqué. Bon, bah, si vous prêtez à peu près la même intention ici, vous allez vous apercevoir qu'il y a un fût ici là, qui commence là, qui va jusqu'ici. Voilà. Et de la même manière, bon, le délié est quasiment invisible, mais vous avez la panse du dé qui est ici. Là, d'accord ? Donc souvenez-vous, Douarnenez était immatriculé DO jusqu'en 1882. À partir de 82, il devient seulement D. Donc les marins, dans tous les quartiers maritimes, Douarnenez, mais il y a d'autres cas de figure, les marins ont dû ajuster et corriger le tir en décalant ici. Alors quelquefois, certains ont décidé de garder le dé et d'avoir un trou ici, et c'est pour ça qu'ils ont mis un petit cœur ou un petit trèfle.
Et puis d'autres ont décidé de quitter, de plutôt rapprocher le D et d'inscrire un D dans un O. Alors je ne sais pas si vous avez déjà essayé, si on s'approche un petit peu, et puis on voit d'ailleurs hein, des petits accidents ici qui viennent vraiment préciser cette espèce d'intuition. Je ne peux pas m'approcher plus de la photographie, malheureusement, c'est un peu rageant. Mais si vous faites l'exercice de faire entrer un D dans un O, bien évidemment, vous allez vous retrouver avec un moment une correspondance qui n'est pas complètement naturelle. Et étant donné que c'est gravé profondément, bah, vous ne pouvez pas dévier de ce sillon-là. Ce n'est pas possible en fait, d'ajuster ou de corriger le tir. Cette notion-là du cercle employé comme étant le module élémentaire en fait, des immatriculations, c'est quelque chose qui m'a été rapporté par beaucoup d'anciens, je dis ça entre guillemets avec beaucoup d'affection pour eux, c'est-à-dire voilà, des générations de gens qui sont nés dans les années 30 et qui vont me raconter leurs souvenirs du grand-père, bon ça ne remonte pas si loin que ça, mais il est quand même de notoriété que l'immatriculation, la règle de base à la fois pour tracer les signes et les interlettrer convenablement, il fallait travailler avec des cercles. Les cercles permettaient évidemment d'accueillir une grande partie des chiffres, et ceux qui ne pouvaient pas être accueillis dans un chiffre, le 1 notamment, ou le D bien évidemment, à ce moment-là étaient construits avec deux cercles, l'un à côté de l'autre. Et avec ces deux cercles l'un à côté de l'autre, bien évidemment, vous obtenez une forme qui naturellement est bifide. En tout cas, c'est ma dernière hypothèse en date. Je la teste auprès de vous, là, aujourd'hui. Si vous me dites que je délire complètement, dites-le moi tout de suite. Mais je pense, enfin, que plutôt que d'imaginer des modèles un peu extérieurs, qui seraient des modèles de Toscane, parce qu'on peut aller chercher aussi dans le vocabulaire typographique de l'époque, dans la publicité, des alphabets qui sont, eux, bifides, pour des raisons que tu disais, expressives, ou voilà. Bon. Moi, j'ai l'impression que cette construction par le cercle, que j'ai pu relever sur certains bateaux, bon, évidemment, ils ne sont jamais très vieux, mais que j'ai pu pratiquer aussi en essayant de reproduire des immatriculations, c'est extrêmement pratique, c'est simple à transmettre, c'est un gabarit élémentaire qui est un simple disque de carton et qui permet finalement de faire beaucoup de choses. Et moi, j'en viens à croire que finalement, la conjonction de ces deux injonctions, là, finalement, qui n'ont presque pas été exprimées, c'est utiliser du Didot, quoi d'autre, what else que le Didot, et de l'autre côté, des changements de lettres de quartier maritime, QD devient DO, puis devient D, etc. Je ne parle que de Douarnenez, mais ça a été le cas dans beaucoup de quartiers maritimes. Et imaginez, quand on vend un bateau à un autre quartier maritime, que vont faire les gens du port de Camaret d'un bateau qui est immatriculé avec un D? Il va falloir transformer un D en C, etc., etc. Tout ça, je pense, a donné lieu à des formes, un répertoire formel qui est à la fois voulu et en partie subi. En tout cas, une manière voilà, de répondre, je trouve, assez intelligemment, avec sensibilité, à finalement une somme d'injonctions qui ont été faites. Voilà. C'était la police de la pêche maritime côtière. Voilà, je m'arrête là.